Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que vous devez m'entendre et que nous devons être... voilà, donc je sais là maintenant que vous m'entendez et que tout va bien. Je vous salue, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir suivre pendant... J'aimerais faire une petite intervention de 30 minutes. En fait, c'est une petite réflexion que j'aimerais avoir avec vous sur... vous savez qu'hier, j'étais à Paris et que nous avions notre premier cours, en fait, de l'IF, l'Institut islamique de formation à l'éthique. Et nous avons donné ce premier cours autour de la question de la pensée comparée. Et nous avons donc, je profite d'ailleurs en l'occurrence pour encore une fois remercier tous ceux qui participent à cette formation, qui s'y sont inscrits. J'aimerais également beaucoup remercier le staff qui est là, premier rang desquels il y a Fatima et Donia qui s'occupent de l'ensemble de l'intendance, et puis Obeida et ses collaborateurs qui font en sorte que tout puisse sur le plan technique apparaître et que vous puissiez suivre. Des grandes excuses que nous avons à vous faire, en l'occurrence sur le fait que il n'y a pas eu de possibilité d'avoir une bonne qualité, parce qu'on a changé de salle en fait, donc il y a une mauvaise qualité. Donc nos excuses, c'est la mauvaise qualité de la retransmission, mais Inch'Allah à l'avenir nous ferons en sorte que vous puissiez avoir une qualité qui soit au top. Donc promis, dès la semaine prochaine, puisque le prochain cours c'est la semaine prochaine, exceptionnellement pour ce mois, parce que nous avons dû commencer tard, eh bien nous aurons les choses la semaine prochaine. Écoutez, ce que j'aurais voulu faire, c'est que nous avons une réflexion hier et ça m'a amené à réfléchir. Alors l'intitulé de ce soir c'est Pensée. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent ou qui aimeraient s'attendre à des discussions sur d'autres sujets qui concernent d'autres choses. Je ne parlerai pas de ces sujets-là. Soit dit entre nous, la justice va faire ce qu'il y a à faire pour que les choses soient clarifiées. Elles le seront, Inch'Allah, et je vais pas m'exprimer sur ce sujet-là. Donc ceux qui étaient venus uniquement pour ceci, vous pouvez éteindre. Et si vous avez des questions, eh bien, vous avez des questions et c'est la justice qui répondra et c'est mon avocat qui répondra. C'est pas de ça dont je veux parler du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous proposer 5 axes de réflexion autour de ce que nous sommes en train de faire au niveau du cours, et ça m'a amené à y réfléchir hier, parce que nous avons eu un cours extrêmement intéressant hier, d'abord un très bon groupe de très bons participants qui posaient des questions, et on avait une réflexion riche autour de la pensée comparée, et ensuite pour pouvoir entrer en matière sur différents types de pensée comparée, c'est-à-dire la pensée comparée sur le plan de la philosophie ou sur le plan de l'art ou sur le plan social ou sur le plan de la psychologie ou sur le plan de la spiritualité. Nous allons couvrir tout ceci. Mais ce que j'aimerais vous dire à vous en termes de réflexion, pour s'armer aussi par rapport à nos engagements aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes ou les sociétés européennes, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut que nous réfléchissions ensemble. Alors, d'abord, une première chose, c'est que quand on parle de la pensée et de la pensée comparée, ce qui est important, c'est qu'on se mette d'accord sur une chose. Il y a dans les univers culturels, il y a dans les civilisations, il y a dans notre tradition musulmane, effectivement, une histoire de la pensée. Et l'histoire de la pensée occidentale, encore une fois, il faudra déconstruire le mot occidental, mais on a des lignes forces qui expliquent d'une certaine façon comment un mode de pensée peut se constituer, les époques, les étapes, l'histoire, et comment se constitue par exemple l'accès à la rationalité ou le type de rapport que la tradition musulmane a par rapport au texte et par rapport au monde et par rapport à cette tension entre le texte et le monde, etc. Et ce qui est intéressant ici pour nous, c'est quand même de se dire, bon, quand on entre dans cette étude de nos références, mais en même temps qu'on vide avec les références des autres, avec la possibilité, par exemple, de se rendre compte que nous vivons avec des femmes et des hommes qui, pour certains, sont athées ou agnostiques ou croyants. Comment on fait ?
Comment est-ce que l'on entre dans un débat où nous pouvons être suffisamment confiants pour construire sa pensée, suffisamment ouverts pour accueillir la pensée de l'autre? C'est quand même fondamental, ça. Pourquoi? Parce que ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui en Occident, mais aussi je l'ai pu le voir en Afrique, c'est qu'à ne pas être armé intellectuellement, terminologiquement, par rapport à nos concitoyens, par rapport à ceux qui sont autour de nous, et même par rapport à nous-mêmes, finalement, les choses essentielles sont confondues avec les choses prioritaires, avec les choses secondaires, et le secondaire devient prioritaire. Alors, j'aimerais vous proposer 5 axes ou 5 domaines sur lesquels il faudrait que nous nous arrêtions pour pouvoir faire avancer. Alors, ce que je fais là maintenant, c'est aussi en parallèle du cours que je donne pour que ceux qui n'y participent pas, parce que vous n'avez pas tous le temps ni les moyens de pouvoir le faire, mais en tout cas d'avoir une réflexion qui pourrait être beaucoup plus générale. En fait, utiliser Facebook pour faire en sorte qu'à des moments donnés, des petites réflexions deviennent aussi plus larges pour nous tous. Alors, il y a une première des choses sur laquelle est importante. Vous savez que Foucault mettait en évidence une chose qui est vraie, c'est que la langue, c'est du pouvoir. Et c'est vrai que la maîtrise de la langue, c'est du pouvoir, et que celui ou celle qui définit les termes, eh bien, a un engagement par rapport au débat qui va être forcément celui qui va poser le cadre d'une certaine façon. Et souvent, dans l'histoire, c'est le dominant qui utilise les mots et qui dit les termes et les définitions. Aujourd'hui, nous avons un très très grand problème, un double problème dans la tradition, à l'intérieur, qui est une crise. En fait, on pourrait dire une crise de la terminologie. C'est que non seulement nous ne savons pas définir les termes qui sont les nôtres, pas simplement de l'arabe au français, mais même de l'arabe à l'arabe et du français au français. Et en même temps, vous avez d'autres personnes, des orientalistes ou des gens qui définissent pour nous notre terminologie. Et là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on doit vraiment comprendre que nous devons réinvestir le champ du langage, avoir au moins une maîtrise de nos mots, de nos notions. On ne peut pas continuer à laisser dire n'importe quoi sur la notion de charia ou de la notion du djihad. C'est pour ça que dans le dernier livre, ou l'avant-dernier livre sur l'introduction à l'islam, sur le génie de l'islam, je parlais de ça. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Je veux encore qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut aujourd'hui que nous réinvestissions le champ de la terminologie et que, par exemple, sur des notions qui sont simples, c'est-à-dire que quand on parle de philosophie ou quand on parle de spiritualité, quand on parle ou de la réforme de soi, tazkiyat an-nafs, ou du soufisme même, ou encore des termes qui sont tout à fait essentiels à la compréhension de l'islam, quand on parle, par exemple, de ilm al-kalam, qui est aussi usul ad-din, les fondements de la religion, et qu'on dit, bon, ben, c'est uniquement de la théologie. Non, parce qu'en islam, la théologie au sens strict, ça n'existe pas. C'est théologie et philosophie à la fois. Et là, on s'aperçoit que nous avons un déficit terminologique. Et moi, j'aimerais insister et inviter chacune et chacun d'entre vous. Si vous avez les moyens de m'entendre là, maintenant, ce soir, ça veut dire que vous avez les moyens de comprendre ce que je suis en train de dire. Là, je parle un français, tout ce qu'il y a de plus accessible, je pense. Et pourtant, ce qu'il faut qu'on fasse, à partir de cette compréhension-là, c'est que chacune et chacun, eh bien, s'arme intellectuellement à maîtriser les notions essentielles. Les notions essentielles de la vie, les notions essentielles de sa tradition, mais aussi les notions essentielles de son cadre. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la société française, par exemple, il est inconcevable qu'on ait une idée approximative de la laïcité ou qu'on accepte l'idéologie de certains laïcs qui transforment son esprit et qui en transforment le cadre. Mais c'est vrai aussi sur les droits humains, c'est vrai aussi sur la démocratie en tant que telle, parce qu'il ne s'agit pas de crier sur tous les toits démocratie, démocratie, comme si c'était un acquis et qu'il ne fallait pas le discuter. On est quand même en France, en Belgique, en Europe, aux États-Unis, quand vous voyez ce qui se passe avec Trump, qui n'a pas la majorité du peuple avec lui, mais qui a la majorité dans un système extrêmement compliqué qui le font arriver au pouvoir, qui utilise des moyens techniques phénoménaux, des grands data pour pouvoir capitaliser parce qu'il a l'argent. Ben, on s'aperçoit que l'argent, quand il est dans la main des puissants, eh ben, tue le pouvoir du citoyen. Plus d'argent dans le puissant, c'est moins de pouvoir dans celui qui est le citoyen. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut avoir un débat critique là-dessus, mais pas pour rejeter la démocratie, mais pour se poser des questions constructives.
la terminologie comme premier axe de la pensée. Penser, c'est penser par les mots, et les mots, c'est les définitions, et c'est une chose que nous avons dans notre tradition depuis tellement longtemps, depuis le début même de notre tradition. Deuxième élément sur lequel nous devons insister et sur lequel nous devons beaucoup travailler les uns et les autres, c'est le sens de l'histoire. On n'est pas dans sa pensée, ni dans le rapport comparatif à la pensée de l'autre, si on n'est pas dans un sens de l'histoire. Qu'est-ce que permet l'histoire? D'abord, l'histoire permet de comprendre comment les notions vont s'ancrer à des moments, pouvoir même changer de définition, avoir des définitions qui sont revues par un certain nombre de savants. Et elles permettent, donc déjà, les mots dans le temps donnent d'autres définitions aux mots dans le temps en question, premier élément. Et puis une deuxième des choses également qui est nécessaire dans cette réflexion-là, c'est que l'histoire permet de désessentialiser, de ne pas essentialiser une religion, une pensée, une culture, une civilisation à un moment donné, en disant ben voilà, la religion c'est ça, ou l'islam c'est ça, c'est ce moment-là de l'histoire, ou l'Occident c'est ça, c'est ce moment de l'histoire. La pensée historique montre les variations, la diversité, les transformations d'une tradition. Les traditions ne sont jamais statiques, elles sont toujours en mouvement. La pensée historique, elle permet de contextualiser le sens des mots, elle permet de diversifier les approches et de montrer combien c'est complexe et combien les choses bougent. Cette idée que la tradition serait statique et la modernité serait un mouvement, non, la modernité c'est une tradition parmi d'autres, et c'est une tradition qui n'est pas forcément celle qui se meut le mieux et le plus rapidement, enfin le plus rapidement parce que c'est le moment historique dans lequel nous sommes. Donc voilà, nous devons avoir un sens de l'histoire pour soi et un sens de l'histoire pour autrui. Et ça, c'est capital. C'est vraiment, nous manquons de mémoire. Nous qui sommes nous sommes une tradition qui est une tradition de l'oralité, une tradition de la mémoire, une tradition. Et puis tout est lié à la mémoire. Même le Coran s'appelle dhikr, c'est le souvenir. Notre relation à Dieu, c'est du souvenir. Mais notre relation aux hommes, à l'histoire et à notre histoire, elle est souvent aujourd'hui en danger. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre monde qui va si vite, c'est que nous ne sommes plus dans la pensée longue. La pensée historique, c'est une pensée qui forcément invite à la sagesse. Elle invite à la sagesse, elle invite au fait attendez, prendre le temps, ne pas être dans le temps de Facebook ou de Periscope ou de quoi que ce soit, où tout va vite et on n'a plus le temps de penser. L'histoire, c'est déployer la pensée, comprendre la complexité. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe sur lequel j'aimerais insister, c'est celui qui est lié à une chose qui apparaît dans ce que je viens de dire, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'il faut, quand nous approchons, c'est toujours important quand on parle de dire d'où on parle. Enfin, par exemple, certains me disent « oui, mais toi, tu représentes l'islam ». Non, évidemment que non, je ne représente pas les salafis littéralistes, je ne représente pas certains types de rationalistes ou certains types de libéraux, je ne représente pas ceux qui sont obsédés par la pensée strictement politique. Non. Je ne représente pas tout ceci. Je me positionne dans le réformisme, et dans le réformisme, je parle de là. Mais je sais bien que certains musulmans même me mettent à l'extérieur de l'islam ou même ne se reconnaissent pas. Le plus important à partir de son univers de référence, c'est d'admettre la diversité. L'admettre la diversité, c'est-à-dire que déjà il y a des sunnites et des chiites, et puis dans les sunnites, il y a une diversité d'interprétations. Accepter la diversité à l'intérieur, s'ouvrir à cette diversité, avoir l'humilité de son interprétation et l'exigence de l'écoute des autres interprétations, c'est nécessaire. Donc cet rapport à la diversité. Et puis ensuite, de jamais aussi essentialiser l'autre. Autant on n'aime pas dire l'islam c'est ça, un musulman c'est ça, on ne va pas dire l'Occident c'est ça, ou la Chine c'est ça, ou l'hindouisme ou le bouddhisme, comme par exemple j'entends certains qui disent oui, le bouddhisme avec ce qui se passe à Myanmar, c'est une spiritualité intolérante. Non, c'est un groupe, quelques personnes, mais c'est pas tout le bouddhisme. Il y a des bouddhistes même là-bas qui se sont soulevés et levés pour qu'on respecte la dignité de ceux que l'on maltraite, que l'on tue et que l'on extermine. Donc, encore une fois, le troisième axe, il est aussi celui il y a une
un rapport humble avec le temps qui passe et la compréhension de la diversité dans le temps qui est, la diversité dans l'espace du temps qui est, la mobilité, la flexibilité dans l'histoire qui passe. C'est un troisième axe. Il est très important de pouvoir le mettre en évidence. Le quatrième axe, sur lequel il faut que nous déterminions aussi une pensée, c'est le penser des priorités. Et ça, c'est un quatrième axe. J'aimerais vraiment vous inviter à y réfléchir. Parce que là, quand on va trop vite, quand on n'a pas les mots et qu'on n'a pas de sens historique, le secondaire devient prioritaire et on est dans la confusion. On ne sait plus qu'est-ce qui vient d'abord. C'est-à-dire que si on n'a pas de discipline intellectuelle, si on ne sait pas, parce que le but, c'est pas simplement penses-tu. Parce que j'espère que quand on dit penses-tu, oui, je pense. J'espère que vous pensez, qu'on pense tous un tout petit peu. Le plus important dans le pouvoir de la pensée, c'est la structuration de la pensée, c'est l'ordre de la pensée, c'est comment on va organiser sa pensée, lui donner des priorités. Lui donner des priorités, et là, c'est quand même capital. Pourquoi ? Parce que c'est l'awlawiyat, c'est-à-dire les priorités, qu'est-ce que c'est ? Déjà, par rapport à nos propres références, eh bien, il y a des choses qui sont prioritaires, puis il y a des choses qui sont secondaires. Le rapport à Dieu, le tawhid, la prière, tout ça, ce sont des choses qui sont prioritaires dans notre pratique. Et puis, dans notre pratique, il y a des choses qui sont secondaires. Mais dans notre projet de réforme de nous-mêmes, il y a des choses qui sont prioritaires, il y a des choses qui sont secondaires. Dans nos projets sociaux, il faut faire attention à ne pas commencer par le détail. Il faut avoir un sens de la priorité. Mais attention, la priorité, c'est pas le sens, c'est pas l'urgence. C'est pour ça que la formule d'Edgar Morin sur ce plan-là, elle est très très belle quand il dit justement qu'il faut faire attention, à force de penser à l'urgence, on a oublié à penser à l'urgence de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quelle priorité vient d'abord. Il faut avoir ce sens-là. Et ça, c'est notre vision. Par exemple, qu'on soit aujourd'hui en France, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, là, puisqu'il y en a qui m'écoutent depuis le Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous êtes là à travers le monde. Et bien, à partir d'un certain moment, mais quelles sont mes priorités ? Les priorités, elles se dessinent comment ? Il y a un double rapport de priorité. Il y a les priorités qui viennent de ce que me dit le texte, c'est-à-dire les priorités de ce que je dois faire, des règles. Il y a la priorité de ce qui va être lié à ma propre transformation. Et puis, il y a la priorité de mon contexte que je dois connaître. Donc, il y a la priorité de ma vie vis-à-vis de mes principes, de ma vie vis-à-vis du contexte et des principes dans ce contexte. Ça aussi, il faut avoir une pensée des priorités. Et si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on le fait, on mélange tout, on est pris par des détails, on est distrait, on n'a pas de ligne, on n'a pas de voie. Alors que tout dans l'islam dit, pour suivre une voie, il faut savoir mettre un pied devant l'autre. Et mettre un pied devant l'autre, c'est savoir où on va. Et savoir où on va, ça veut dire structurer sa pensée en disant, pour aller là, voilà ce qu'il me faut, ce que l'on fait. Et on sait que dans ce que nous dit le Coran, c'est « Prenez vos provisions, la meilleure, c'est celle de la conscience amoureuse de Dieu. » Puis vous y allez, mais il faut avoir de l'intelligence des priorités, l'intelligence des priorités, de soi à soi, de soi à sa route et de soi au monde. Dernier élément sur lequel j'aimerais insister, donc je répète, le premier c'est la terminologie, le deuxième c'est l'histoire, le troisième c'est la diversité, le quatrième c'est le sens des priorités. Et le dernier sur lequel j'aimerais insister, c'est que autant dans la pensée comparée, il faut qu'on commence par soi, on sait par rapport à l'autre, on est dans un travail systématiquement dialectique, d'aller-retour. Mais il y a un élément qui est très important, c'est que dans notre rapport à la pensée, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de pensée qui soit sélective. En d'autres termes, de là où on pense, on doit s'imposer des règles, des principes, des priorités qui à aucun moment ne vont diversifier ou différencier notre rapport à autrui. Quand il est dit dans le Coran, nous avons établi en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. La formule arabe de ta'aruf, c'est pour que vous entreconnaissiez au même niveau, c'est-à-dire un rapport d'égalité, la connaissance mutuelle, un rapport d'égalité.
Pourquoi ça c'est important? Pourquoi il est important à un moment donné de comprendre qu'on peut avoir, et qu'on doit, évidemment quand on est croyant, on a le sens de sa vérité, de son universel et de sa vérité. Mais à aucun moment ceci ne doit être la justification à sélectionner dans l'humanité des hommes et à faire que certains soient plus nobles que d'autres, ou que certains principes, on les accepte pour nous-mêmes, ou on veut les défendre pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Pas de sélection dans la dignité, pas de sélection dans les principes, pas de sélection dans la distribution des droits et des devoirs de conscience. Il ne peut pas en être question. Et ça, c'est une attitude qui consiste, oui, je fais partie d'une communauté spirituelle, oui, je fais partie de la Ummah au sens de la communauté spirituelle musulmane, qui est une communauté de principes. Mais à aucun moment, je ne confonds mon appartenance à mon univers de référence au fait que je pleurerai les miens, au fait que je ne défendrai que les miens, au fait que ce sont les miens qui viennent d'abord. Jamais. Nous entrons dans un travail de pensée comparé, ce qu'on fait par exemple au cours là maintenant, pas pour se donner l'autorité de distinguer entre les hommes, mais la responsabilité de les traiter tous à égalité. C'est totalement différent et c'est même cette révolution intellectuelle qu'il faut faire. Ne pas se donner l'autorité de différencier, mais le devoir de l'égalité, de la non-sélection. Jamais, en aucune façon. Et ça veut dire des choses que j'ai reconnues, vous savez. Moi, pendant des années, parce qu'on nous appelait à ça, et parce que c'était vrai, parce qu'il fallait le dire, et je continue à penser qu'il fallait le dire, j'ai fait un appel, j'ai écrit des livres et des articles en disant nous sommes citoyens, et c'est notre pays, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, nous sommes européens, nous sommes occidentaux, et nous le sommes. Oui. Mais à aucun moment, notre appartenance citoyenne à notre pays ne peut faire que notre citoyenneté se transforme en nationalisme qui, pour montrer qu'on est de bons Français ou de bons Belges, de bons Suisses ou de bons Allemands ou de bons Américains, on pleurera les nôtres et on ne pleurera pas les autres. Non, on ne peut pas avoir cette exigence de la citoyenneté au prix de l'humanité. On ne peut pas. Et ça vient de notre compréhension même, de notre terminologie, de notre rapport aux choses. On ne peut pas faire de sélection, pas de sélection entre les humains. Je vous dis ça pourquoi? Parce que certains d'entre vous, quand ils ont pu me lire il y a des années en se disant « Tariq, il appelle à la citoyenneté, il faut s'engager ». Oui, mais attention, la citoyenneté, ça veut dire aussi de ne jamais oublier que il y a des Roms, par exemple en France ou en Angleterre, il y a des migrants, il y a des réfugiés. Et ceux-là, parce qu'ils ne participent pas aux prochaines élections, ils ne sont pas très très intéressants. Les laisser mourir, ça ne vous fait pas perdre les prochaines élections. Ou alors, quand vous êtes même par rapport à la nature, les animaux, ils ne votent pas. Et puis les arbres ne votent pas. Alors on s'en fiche. On traite le monde n'importe comment. C'est pas ça qui va nous faire gagner des élections. Non, on ne peut pas. On a le respect du vivant, de la nature, de l'animal, et à plus forte raison de tous les êtres humains. Celui qui meurt en Méditerranée, celui qu'on n'accepte pas, celui qui est traité comme un animal au bord des frontières européennes ou dans la Méditerranée, qui meurt et qui meurt encore jour après jour, eh bien on ne peut pas. Et bien une fois qu'on a dit ça, on va élargir le spectre de toute cette humanité, de tous les opprimés du monde. Parce qu'on ne fait pas de sélection, parce qu'on sera effectivement du côté de tous les opprimés en Afrique, avec la façon dont on traite ce continent, dont on prend toutes les richesses, mais dont on ne veut aucune humanité. Restez où vous êtes, hommes pauvres, donnez-nous vos richesses. On ira même les chercher d'ailleurs. On ira même vous exploiter sur votre terrain. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui est en train de... Il y a l'évolution de l'Afrique. Alors bon, évidemment, il ne faut pas dédouaner tous les corrompus, les dictateurs, les présidents qui sont élus à vie, les présidents qui ne sont pas élus et qui restent présidents, ou les présidents que le peuple aime tellement qu'il leur donne un 5e mandat, un 6e mandat, qui sont vissés par la corruption à leur présidence. Bien entendu, il ne faut pas dédouaner ces gens-là, mais il ne faut pas aussi être dupe du jeu des grandes puissances aujourd'hui, États-Unis, Europe, Chine, qui sont présents sur le terrain.
et qui exploitent. Et donc, il faut aussi en dire quelque chose. Il ne faut pas se taire par rapport à l'exploitation de cette pauvreté, de l'exploitation des migrants, des migrants et du nouvel esclavage. Le nouvel esclavage est international. Il est autant aujourd'hui dans les pays qui envoient de l'Inde, de l'Asie, des Philippines, des pays qui reçoivent des États du Golfe, tous les États du Golfe sans exception, toute la région du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, tous ils ont de ce point de vue-là des choses qui... Mais il faut aussi dire qu'aux États-Unis, l'exploitation de tous ceux qui sont les prisonniers noirs, qui font un travail à $1 par heure et qui, en fait, sont exploités et qu'on fait travailler parce qu'on les met en prison. Ça fait gagner de l'argent à des entreprises privées qui ont construit la prison et en plus, ils travaillent à un prix réduit, c'est-à-dire qu'ils sont exploités et ils sont en prison. En Chine, par contre, on envoie les condamnés à mort aller faire du travail. Un nouvel esclavage. Et puis en Europe, on a exactement la même chose avec ce nouvel esclavage moderne de ces femmes qui viennent d'Europe de l'Est et qu'on exploite et qu'on prostitue. On le sait tout ça. Pas de sélection. Pas de sélection par rapport au nouvel esclavage moderne, il faut le nommer et il faut lutter. Et puis, plus généralement encore, la vie de tous ceux qui meurent, le terrorisme ne touche pas que l'Occident, enfin. Le terrorisme là, écoutez ce on vient d'entendre en Afghanistan et en Irak et au Yémen, personne n'en parle, ça n'intéresse personne. La Syrie, la même chose. Et puis la Palestine, on nous annonce l'année prochaine les 70 ans de cet État démocratique si beau qu'est Israël. Mais bien sûr. Et les Palestiniens, pas très beaux, mais la colonisation continue. La vie d'un Palestinien, comme la vie de n'importe quel être humain aujourd'hui et des Rohingyas avec ce qui est en train de se passer, dont il faut faire la critique beaucoup plus générale d'un silence de la communauté internationale et parfois même d'attitude du Bangladesh et d'autres pays avoisinants qui n'est pas toujours très très clair. Eh bien, il faut de ce point de vue-là avoir une position qui soit sans sélection. Et comprendre une chose, c'est que quand on est critique sans sélection par rapport à nous-mêmes, c'est pas que on est contre ou qu'on rejette. Je veux dire, il y a des personnes qui sont devenues nationalistes à un point où on peut plus rien dire. Vous dites une chose sur le gouvernement algérien, ah, t'aimes pas les Algériens, vous faites une critique par rapport à la présidence turque, ah, mais tu n'aimes pas la Turquie et tu es contre. Mais qu'est-ce que c'est que cette émotive? Quand vous êtes émotionnellement impliqué, vous n'êtes plus du tout dans l'égalité de traitement. Vous êtes dans la sélection. Vous vous permettez la critique de tous et vous n'admettez jamais votre propre autocritique ou qu'on vous critique. Ça ne peut pas être. On ne pourra pas y arriver. 5 principes pour la pensée. Le premier, la terminologie, le pouvoir des mots, parce que la langue, le langage, c'est du pouvoir. Le deuxième, c'est un sens historique, c'est-à-dire nous comprendre que nous avons à travailler sur l'histoire, à travailler sur notre histoire de façon très très profonde. La diversité, c'est-à-dire comprendre qu'à l'intérieur de notre propre champ de référence, il y a différentes façons. Là, on l'étudie cette année, c'est ça qu'on va faire. Prendre la diversité de la pensée musulmane, la diversité de la pensée occidentale, c'est important. Le sens des priorités, ce qu'on détermine pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui vient d'abord? Par quoi commencer? Qu'est-ce qui est si tellement un détail qu'il ne faut pas se perdre dans le détail en perdant le sens du fondement. Et puis, le dernier élément, pas de sélection. Dans la comparaison, pas de sélection. Critique constructive de soi, de soi à autrui. Et tout se permettre en termes de questions quand tout est offert en termes de sagesse. Voilà une réflexion que je voulais partager avec vous à la suite du cours d'hier. Et je le ferai de temps en temps pendant l'année de façon à ce que nous puissions réfléchir ensemble. C'est des choses qui me sont venues. J'espère que ça vous permettra ensemble d'y travailler. Voilà, que Dieu vous aide, que Dieu vous aime. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Cette vie est fragile, tout est fragile. Et puis de toute façon, il y a quand même une chose qui est plus importante. Sabrun jamil wallahu al-musta'an, belle patience et Dieu est avec aide ceux qui sont dans cette patience-là, avec sérénité, avec douceur aussi et avec fraternité. Voilà, une réflexion sur la pensée qu'il faudrait peut-être que nous méditions ensemble. 5 axes qui nous permettent peut-être de donner une méthode à notre façon de nous engager. Voilà, bonne soirée à vous et Inch'Allah à bientôt. Que Dieu vous aide, vous aime, vous garde. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.